Donc, bonjour à tous, Jonathan Louis donc à l'ADEME, service bâtiment, charge de la mobilisation des professionnels, tout ce qui est formation, signe de qualité dans le bâtiment. Donc la dernière la conférence environnementale le 14 et 15 septembre, l'État a rappelé l'enjeu avec un objectif d'1 million de logements à mettre aux normes énergétiques enfin 1 million de logements par an. Donc dans ces 1 million de logements, il y a 300-400 000 en neuf et donc il y en aura 600 000 en rénovation. Donc l'enjeu est vraiment ce qu'a dit Vincent, la massification des travaux d'énergie, notamment dans la partie maison individuelle. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un des projets qu'a mis en place l'ADEME sur l'identification des acteurs et notamment de la compétence. Parce que pour mettre en place des projets performants sur le point de vue énergétique, pour rénover des bâtiments pour rénover des bâtiments, il va falloir trouver la qualité, trouver les partenaires, l'identifier. Et donc c'est l'objet de la mention reconnue Grenelle de l'environnement. Donc cette mention, elle part d'un constat. C'est un projet qui part d'un constat. C'est que quand vous voulez chercher le particulier, quand il veut chercher un artisan compétent pour réaliser des travaux de rénovation énergétique ou d'installation d'énergie renouvelable dans sa maison, il va retrouver une multitude de signes de qualité. On va retrouver des labels, on va retrouver des qualifications, des certifications, des marques, plein de choses. Avec une offre très hétérogène en fonction de niveau. Tel label va demander tel point et tel autre pas du tout. Et donc des exigences et des modalités différentes, c'est ce que je vous dis, très très différentes. Donc nous, les pouvoirs publics et l'ADEME considèrent que tous les signes de qualité sont des signes à encourager, parce qu'ils permettent de reconnaître la qualité, mais il y a des difficultés à s'y retrouver. Donc d'une part, il faut harmoniser ça, et d'autre part, il faut harmoniser les exigences. Donc il y a eu 3 actions engagées suite à ça. Le premier, c'est la mention reconnue Grenelle environnement dont je vais vous parler, qui est une mention qui s'appose sur les signes de qualité existants, sur les qualifications, certifications. C'est comme un tampon qui dit tel signe, tel signe, tel signe. Ils sont au même niveau d'exigence. On n'est pas là pour créer un autre label. C'est un label sur des signes de qualité existants. Il a été suivi d'une première campagne de communication, vous avez peut-être entendu à la fin de l'année dernière. Et l'enjeu, le dernier point, l'État s'est engagé à un principe d'éco-conditionnalité. On en reparlera. L'idée, c'est que l'État n'accorde ces aides éco-PTZ, crédit d'impôt, que si on a recours à des entreprises qu'on considère de qualité et qu'on sait identifier. Donc, la mention reconnue Grenelle environnement, donc c'est un projet, donc l'objectif c'était un projet qui s'est traduit par une charte. Les différents objectifs, le premier, c'est renforcer les exigences et la notoriété des signes de qualité. C'est vraiment le premier, les monter en niveau d'exigence. Tout ça, éviter les contre-références. Toutes les contre-références dans les signes de qualité sont toujours des très mauvais signaux envoyés à la profession et envoyés aux particuliers globalement. Tout ça pour encourager les investissements des maîtres d'ouvrage. Donc la première des choses qui a été faite, c'est la définition d'exigences communes pour des signes de qualité. Le champ d'action de cette première charte qui a été signée l'année dernière, c'est les entreprises qui réalisent des travaux concourant à améliorer la performance énergétique des bâtiments. Donc on est vraiment sur des entreprises de travaux. Et on s'est d'abord centré sur la maison individuelle, les travaux en maison individuelle. Là, on travaille sur une nouvelle charte sur les maîtres d'œuvre. Bureau d'études, architectes, économistes. Donc la méthode de travail, ça a été un travail lancé donc par l'ADEME, une concertation entre les pouvoirs publics, les organisations professionnelles, KPFFB, et les organismes de qualification qui délivrent ces signes de qualité. Le but était de rapprocher, de voir tous les référentiels des signes de qualité, de les rapprocher et de les aligner sur les meilleures pratiques. Tout ça s'est traduit par une charte signée le 9 novembre 2011 à Batimat, avec une charte co-signée par l'État, l'ADEME et les partenaires identifiés ici, avec un certain nombre d'engagements. Alors les filières concernées, donc comme je vous disais, c'est les travaux d'amélioration énergétique et les travaux d'installation d'équipement d'ENR. Alors les principaux extraits des exigences de la charte, ils sont affichés là. Les premiers, c'est principe de neutralité et d'indépendance de l'organisme propriétaire ou délivrant le signe de qualité. C'est-à-dire que l'organisme qui va vous donner votre signe, votre label, votre signe de qualité, cet organisme, on veut qu'il soit totalement indépendant des fournisseurs d'énergie et de matériaux. Donc ça, c'est la première exigence. Deuxième exigence, c'est que les signes de qualité qui sont reconnus, c'est des signes de qualité, donc spécifiquement les qualifications qui sont accréditées par le COFRAC. C'est-à-dire que l'organisme qui va délivrer une qualification à une entreprise, lui-même, il va être contrôlé à un autre niveau
par le COFRAC, qui est le comité français d'accréditation. Donc il va être contrôlé sur une norme, et la norme va vérifier que cet organisme qui le délivre est indépendant, que tous les intérêts sont représentés, c'est-à-dire qu'il y a bien, dans les décisions qui sont prises, il y a bien des collèges d'utilisateurs, des collèges d'installateurs, enfin des collèges institutionnels. Donc ça, c'est la caution COFRAC. Après, plus spécifiquement dans le référentiel, on va vérifier plusieurs points. Le premier, c'est le responsable technique dans une entreprise. Donc on s'adresse aux entreprises, mais spécifiquement, encore une fois, à la maison individuelle, donc plutôt des artisans, des petites entreprises. Donc on va vérifier les preuves de compétences du responsable technique. L'entreprise va nommer un responsable technique et on va regarder par où il est passé comme formation, son expérience. Ça va être un critère. On reviendra après sur la formation. On va vérifier que l'entreprise maîtrise la chaîne de la sous-traitance, c'est-à-dire qu'elle ne sous-traite pas l'intégralité de ses travaux, ou alors que si elle sous-traite une partie des travaux, elle le sous-traite à des entreprises qui sont qualifiées de la même façon. Et on va vérifier la preuve de l'expérience de l'entreprise par des références qu'elle va transmettre au dossier de demande de signe de qualité approprié. Ou si elle n'a pas de référence, une jeune entreprise qui se lance, elle a une période probatoire pour faire ses références, qui est de 2 ans. Et enfin, on va vérifier, donc là c'est traduit par assurance, mais on va vérifier un certain nombre de points sur la structure juridique et financière et sur les assurances. Troisième pool d'exigences, c'est réalisation de tout ou partie de la pose du matériel. Le but, c'est d'éviter de donner des signes de qualité à des entreprises ou à des gens qui vont en fait finalement juste prendre le contrat. Ils vont venir chez vous, vous faire signer un contrat et après ils vont sous-traiter l'intégralité. Et c'est des gens qui souvent ne sont pas techniques, ne maîtrisent pas, donc ils ne peuvent pas mettre en corrélation le contrat qu'ils vous signent avec. Donc on se retrouve avec la technique de vos problématiques. On se retrouve avec des problèmes après sur le chantier. Donc ça, c'est pas possible. Il va y avoir un contrôle de réalisation sur chantier. Une qualification, elle est accordée pour 4 ans. Et sur 4 ans, l'entreprise va se soumettre à un contrôle de réalisation où on va aller auditer un de ces chantiers sur une journée, une demi-journée, une journée, pour vérifier qu'il a été réalisé conformément aux règles de l'art et qu'il fonctionne bien. On va demander un volume minimum d'activité, c'est-à-dire qu'une entreprise, pour une entreprise qui a un signe de qualité, on veut qu'elle fasse un certain nombre de chantiers. On ne peut pas imaginer une entreprise par exemple qui fait du solaire thermique, elle a sa qualification et puis après elle ne fait plus du tout de chantier mais elle le garde. Donc on veut qu'elle fasse un certain nombre de chantiers. Et puis il y a 3 procédures qui sont obligatoires pour l'organisme qui délivre ce signe de qualité, cette qualification. C'est le traitement des réclamations des clients, c'est obligatoire. L'organisme doit prévoir tout un système pour... si moi je fais appel à une entreprise qui a un signe de qualité reconnu dans l'environnement, mais je ne suis pas satisfait de la prestation, je dois pouvoir faire mes retours à l'organisme qui l'a délivré. Et qui, lui, doit mettre en place des procédures de suspension ou de retrait et des procédures de renouvellement au bout de 4 ans du signe de qualité. Donc aujourd'hui, les organismes engagés, les signes de qualité concernés à ce jour. Alors, les organismes qui délivrent les signes de qualité, les premiers, ceux qu'on va accréditer par le COFRAC, c'est Qualibat, Quali-TENR et Qualifelec. C'est les 3 grands organismes de qualification dans le bâtiment. Donc eux, ils se sont engagés. Alors Qualibat était déjà accrédité par le COFRAC, Qualifelec l'est devenu et Quali-TENR c'est en cours. Et donc les signes de qualité qu'ils vont délivrer, c'est alors éco-artisan et pro de la performance énergétique. Bon, ils sont délivrés par Qualibat et puis Qualibat va aussi délivrer des signes de qualité avec soit des signes de qualité sur les énergies renouvelables, soit des signes de qualité sur l'efficacité énergétique. Chez Quali-TENR, on va retrouver les Quali-Bois, Quali-PAC, Quali-PV, Quali-Sol. Et chez Qualifelec, ils ont des mentions sur les énergies renouvelables. Ça, je vais passer, c'est pas forcément... juste pour dire, il y a eu une campagne de communication qui a été mise en place l'année dernière pour diffuser le dispositif. Ça, je passe. Alors, l'éco-conditionnalité, ça c'est important. Donc, tout l'enjeu, un des gros enjeux de la charte et de la reconnaissance Grenelle Environnement, c'est l'éco-conditionnalité. L'État s'est engagé dans la charte à mettre en place à partir du 1er janvier 2014 une éco-conditionnalité de ces aides. C'est-à-dire que pour faire des travaux à partir du 1er janvier 2014 sur l'éco-PTZ, être éligible à ce type d'aide, il faudra passer par une entreprise qui a un signe de qualité reconnu Grenelle Environnement. Donc 2012, là il y a marqué mise en place d'un éco-avantage, donc là on est en train de travailler, c'est dur. L'idée c'est de donner un petit plus à une entreprise qui est reconnue Grenelle Environnement. Donc ça on travaille sur les C2E par exemple, une bonification de certains C2E, ou alors un éco-avantage sur des procédures simplifiées pour les entreprises qui sont reconnues Grenelle de l'Environnement sur certains types d'aides. Et puis 2014, éco-conditionnalité stricte. Mention RGE la formation, donc comme je vous disais, on va vérifier la preuve de compétence d'un responsable technique désigné par l'entreprise.
Et bon, c'est basé sur le dispositif FEBAT ou des formations équivalentes. Et donc FEBAT aujourd'hui c'est 50 000 professionnels formés. Bon, je crois qu'Olivier en reparlera tout à l'heure de FEBAT, mais avec un bilan 50 000 en juillet 2012. Donc il faut aller plus loin. L'objectif c'était 200 000 à la base. Et puis il faut aller plus dans le plus fort. Donc on travaille sur les évolutions de la formation dans le système RGE. Bah, voilà, moi j'ai fini. Vous avez sûrement des questions. C'est plutôt un retour d'expérience. Donc Vincent Roger, je travaille dans la communauté de communes du Pays entre Loire et Rhône, dans la Loire. Ça fait 2 ans qu'on essaye d'accompagner les artisans de notre territoire pour faire la formation FIBAT. Ouais. Difficulté, il y a 3 points de difficulté. Le premier, c'est qu'ils ne veulent pas se former. On a sur 2 tentatives, il y en a une qui a avorté parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'artisans qui ont saisi l'intérêt de la formation. Et avec la CAPEB avec qui on travaille, c'est très très compliqué. Le deuxième point, c'est que la carotte qu'il y a à la fin, qui est celle de quel est le plus qu'on donne à ceux qui ont fait un effort, c'est pas toujours terrible en fonction des lois de finances. Les crédits d'impôt, ils varient d'une année sur l'autre, ils disparaissent, ils réapparaissent, ils changent de nom et compagnie, plus personne n'y retrouve ses petits. Donc, même si on a l'assurance d'avoir un professionnel qui a fait ses preuves, il y a d'autres professionnels qui n'ont pas fait d'efforts, qui parfois font aussi bien. Et troisième point, au moins dans la Loire, le dispositif FIBAT s'appuie énormément sur les syndicats professionnels, que ce soit la CAPEB ou la FFB. Or, ils ne représentent qu'une partie de l'ensemble des artisans du bâtiment. Et je trouve que le dispositif ne s'appuie pas assez sur les chambres de métiers de l'artisanat, qui eux représentent l'ensemble des artisans du bâtiment, puisque tout artisan doit s'inscrire sur les registres de la chambre de métiers. Alors qu'à la CAPEB ou la FFB, c'est une adhésion volontaire. Et on travaille effectivement avec des syndicats qui sont des partenaires compétents parce qu'ils connaissent bien le métier, mais ils ne représentent pas l'ensemble du territoire. Je sais que par exemple la CAPEB et la FFB sur la Loire représentent à peine la moitié des artisans. Comment toucher les 50 autres %? Et là, il faut s'appuyer sur les chambres de métiers. Enfin, c'est mon analyse. Ouais, on reviendra tout à l'heure sur Dorémy, sur cette problématique-là. On a effectivement constaté pour la mobilisation des artisans que passer par la CAPEB et la FFB, ça ne suffisait pas, largement pas. Il y a moins de 50% des artisans sur la Biovallée qui sont à la CAPEB et la FFB. Quand on a contacté la Chambre des métiers de la Drôme, ils nous ont dit que par rapport à cette expérience que vous verrez tout à l'heure, qui est relativement innovante et que tout le monde trouve intéressante pour l'instant, ceux à qui on a présenté, ils nous ont dit on ne voit pas trop l'intérêt pour les artisans de s'engager sur cette partie rénovation. Alors ça c'est la Drôme, donc, mais peut-être que d'autres sont plus moteurs, mais pour l'instant les retours qu'on a sur la Drôme, c'est que la Chambre des métiers ne souhaite pas s'investir là-dedans parce qu'ils ne voient pas l'enjeu par rapport à cette thématique-là. Voilà. Les limites des chambres aussi. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? C'est un peu donc dans le même sens, parce que je ne sais pas quel est l'intérêt pour un artisan de participer, sauf que peut-être il aura des chantiers. La manière de fonctionnement de la plupart des artisans, c'est qu'ils s'organisent pour avoir un carnet de commandes qui dépasse leurs possibilités et ils ont donc des travaux pour X temps et ils se débrouillent pour satisfaire à droite et gauche. Ils fonctionnent comme ça. Intégrer dans leur fonctionnement plusieurs journées de formation, ça me paraît difficile, sinon même incompatible avec leur souhait et de gagner de l'argent et de répondre aux demandes de leurs clients. Comment est-ce que vous surmontez ces difficultés? Alors, sur la formation, ça rejoint la remarque de tout à l'heure, c'est les formations, les artisans, ils vont quand elles sont obligatoires. Il y a un certain nombre de formations qui doivent suivre, qui sont obligatoires, des habilitations électriques, quand il y a ces dispositifs, ils y vont. Donc là, c'est pour ça que la formation, là, elle est obligatoire dans le dispositif, puisqu'on passe par un signe de qualité qui exige la formation, c'est comme ça qu'on la rend obligatoire. Et pourquoi, si demain ils n'ont pas ces signes de qualité, ils ne pourront pas accéder aux aides d'État. Donc c'est sûr qu'il y aura des artisans qui n'iront pas et qui n'accéderont pas aux aides d'État. C'est une possibilité. Mais c'est le dispositif, c'est pas ça qui va tout résoudre, pas du tout, en aucun cas. Ça participe au système et de faire monter en compétence la profession et d'identifier mieux les compétences d'un artisan. J'ai une question sur quand tu dis aide d'État, est-ce que par exemple l'accès aux
à l'éco-prêt à taux zéro, on imagine à terme Oui. passer par ce Oui, type oui, de c'est structure. ça. C'est Oui. ça. D'autres questions? Non pas... Oui. Sur la formation initiale. Alors, sur la formation initiale, il y a. Alors, on va regarder un faisceau de preuves de la compétence du référent technique. La formation initiale va en faire partie. Hein. On va regarder son parcours. Ça appartient à l'organisme de qualification de faire ce travail-là. Par contre, nous, à l'ADEME, on travaille sur la formation initiale, sur d'autres thèmes, sur des formations pratiques. On travaille beaucoup sur ce thème, mais c'est un autre sujet. Mais on essaye de faire évoluer les formations initiales vers les métiers, même si ce n'est pas forcément évident de travailler avec les canaux de l'éducation nationale. Ça, c'est la bonne question. Oui, on est sur le référent. L'entreprise doit choisir un référent technique par qualification. Donc, si l'entreprise, par exemple, fait des énergies renouvelables, elle doit en choisir un pour le solaire thermique, un pour le solaire photovoltaïque, un pour la PAC, un pour le bois. Bon, il se peut que ce soit le chef d'entreprise qui fasse tout. Hein. Même ce sera probablement ce qui va se passer. Mais après, c'est toujours la question d'où on met le curseur. Soit on est très exigeant. On peut imaginer ce type de charte extrêmement exigeante avec des audits beaucoup plus forts, beaucoup plus d'audits, c'est l'ensemble du personnel qui se forme, aller beaucoup plus dans le contrôle des entreprises, mais c'est un coût tout ça. Et donc c'est toujours la balance, où est-ce qu'on la met. Et pour l'instant, c'est un référent technique par entreprise. Merci. Jonathan, on va passer au témoignage suivant, Olivier, sur Dorémy.